Nous accueillons aussi avec joie Éric Bédard, docteur en histoire. Bonjour Éric. Bonjour. Et Alain Noël, professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal. Avec vous, messieurs, nous allons définir ensemble ce qu'est la gauche, ce qu'est la droite dans leur incarnation politique actuelle, mais on va aussi remonter aux origines historiques jusqu'à la crispation, on pourrait dire actuelle, d'une certaine droite ou d'une certaine gauche, d'un certain centre. Ou si ça vient d'où, Éric Bédard, que ces deux notions de la droite et de la gauche? Quand est-ce qu'on a commencé? On dit toujours que c'est dans la foulée de la Révolution française. Oui. À droite, les légitimistes, ceux qui voulaient conserver les prérogatives, les privilèges de la monarchie. Et à gauche, à l'extrême gauche, ceux qui défendaient le peuple, mais aussi la nation. La nation est née à gauche. Oui. Alain Noël, on pourrait dire que la droite est en grande pompe à l'heure actuelle. L'élection de Donald Trump, bien sûr, mais partout en Europe, les partis de droite sont en pleine expansion. Est-ce qu'il y a un endroit dans le monde où la gauche prend une certaine ampleur à l'heure actuelle? C'est très clair que la droite a le vent dans les voiles dans les pays riches, dans les démocraties avancées et dans les nouvelles démocraties aussi d'Europe de l'Est, par exemple. En Amérique du Sud, la gauche est plus forte, mais était plus forte, je devrais dire, parce qu'avec ce qui s'est passé au Brésil, effectivement. Oui, on est loin de la gauche. C'était un bastion de la gauche, le Brésil. C'est un modèle même pour la gauche. Et donc, on peut dire que ça va pas très bien pour la gauche, mais le grand débat droite-gauche demeure presque universel. Merci, messieurs. Bienvenue à tous. On en discute. L'élection de Donald Trump le 8 novembre dernier n'a pas seulement ramené au pouvoir un parti ouvertement de droite aux États-Unis. Partout dans le monde, on peut dire que la droite a le vent dans les voiles, l'exception faite du Canada et de l'Autriche qui a voté ce dimanche pour un candidat écologique plutôt que pour un candidat d'extrême droite. Le vote était très serré. Par contre, soulignons-le, tout le monde semble pencher à droite. En France, François Fillon et Marine Le Pen sont très populaires. On pourrait dire que Mme Le Pen représente plutôt l'extrême droite. D'ailleurs, en Grande-Bretagne, le Brexit est un geste qui nous ramène à une certaine conception de la droite économique, certainement, et politique. En Allemagne, Angela Merkel fait face à l'heure actuelle à une droite de plus en plus décomplexée face aux réfugiés, aux migrants, par exemple. En Europe de l'Est, un vent de la droite et de l'extrême droite néo-nazie flotte depuis déjà un certain temps. En Russie, Poutine défend une droite nationale dure. En Inde, le premier ministre Narendra Modi est un homme de droite dure. En Turquie, Erdogan est passé en mode quasi extrême droite depuis quelques mois. Qu'est-ce que la droite et qu'est-ce que la gauche? Depuis quand fait-on ces distinctions? On vous propose aujourd'hui d'en parler avec Élisabeth Vallet, qui est toujours avec nous, bien sûr, mais surtout avec Éric Bédard, docteur en histoire, professeur à la TELUC, Éric Bédard, et avec Alain Noël, professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal, co-auteur de cet ouvrage, Alain, la gauche et la droite, avec Jean-Philippe Thérien, paru d'abord en anglais aux éditions Cambridge. Exactement. Et en 2010 en français. Alors, d'où viennent ces conceptions de la politique comme étant campée à gauche ou campée à droite? D'où viennent ces expressions, Éric Bédard? Moi, je proposerais trois moments. Et je vais peut-être être très franco-français. Je ne sais pas ce qu'Alain va en penser, mais ça peut nous orienter. Premier moment, disons en gros de la Révolution française à 1848. Donc de 1789 à 1848. Oui. Pour faire court, la droite, la gauche, enfin la droite, c'est ceux qui souhaitent le retour aux grandes monarchies au nom de l'histoire, de la tradition ou même de la suprématie de Dieu. Et la gauche défend la nation, défend le peuple et donc plaide pour une démocratie représentative, voire pour une république. Bon. Donc, autrement dit, ce qui clive la gauche et la droite... C'est la naissance de la démocratie. C'est la question du régime. Dans quel régime vivons-nous? Et d'un côté, on a ces aristocrates de l'ancien régime, ou ceux qui les défendent, et une sorte de bourgeoisie qui défend, évidemment, sa place, puisqu'elle était exclue dans l'ancien régime. Deuxième moment, je dirais, ensuite, 1848, encore là, pour faire court, 1968, ce qui est au centre de la table, ce qui clive... Alain Noël prend des notes. Ce qui clive, c'est la question sociale. C'est-à-dire que là, 1848, c'est l'année du manifeste du Parti communiste. 1848, c'est l'année du printemps des peuples. C'est l'année où on dit, attention, les libertés formelles, c'est bien, mais les libertés réelles, c'est mieux. Les libertés réelles économiques, socio-économiques. Et donc, on a une gauche qui, là, n'est plus seulement une gauche qui devient socialement issue du milieu ouvrier, travailliste, et une droite bourgeoise, donc qui dit, attention, là, allons pas trop loin, le peuple, c'est bien beau, mais pas trop, et qui d'ailleurs a une conception particulière de la démocratie. Ensuite, dernier moment, et là, c'est là qu'on va sûrement avoir des bonnes discussions avec Alain, je dirais de 68 à aujourd'hui,
où là, on est dans de nouveaux enjeux. C'est-à-dire que je crois que, en gros, il y a une sorte de consensus qui se fait autour de la social-démocratie en Occident, une certaine forme de consensus, un État social, un filet. Mais là, les enjeux qui clivent sont de nouvelle nature. Les enjeux qui clivent sont de nature plus culturelle. Entre la droite et la gauche, toujours. Entre la droite et la gauche. Donc, les enjeux se sont transformés. Les enjeux se sont transformés. Les enjeux deviennent plus culturels au sens large. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, qu'est-ce qu'une nation? Les frontières. La mondialisation, la globalisation. L'identité. Comment exerce-t-on la souveraineté? Oui. Ensuite, et ça, c'est lié à la question des identités nationales, des vieux ancrages de nationaux. Oui. Deuxième exemple, l'école, la transmission, la culture. Comment transmettons la culture? On a une vision de la droite de l'école ou on a une vision plus à gauche. Exactement. Oui. Il y a des gens qui disent on doit transmettre la culture, le savoir. Ça, il y a une certaine verticalité. Construire un citoyen, par exemple. Oui, ou versus on forme un futur consommateur ou où on donne un diplôme parce que c'est le droit au diplôme, presque, c'est l'accessibilité. Oui. Troisième élément, par exemple, la famille. Alors aussi, une contestation radicale des fonds. Alors là, on va sur des enjeux plus culturels et, à mon avis, le nouveau clivage qui émerge, on pourra en discuter, c'est celui entre les progressistes et les conservateurs. Et là, qui est un clivage qui, à mon avis, est plus parlant que la gauche et la droite. Définissons, Alain Noël, si vous voulez bien, le profil de quelqu'un qui se dit de droite et de quelqu'un qui se dit de gauche. Parce qu'il y a des chercheurs qui ont vraiment établi des profils plutôt psychologiques aussi, là. Oui, il y a une étude qu'on connaissait, qui n'était pas parue quand on a travaillé avec Jean-Philippe sur le livre, un psychologue de l'Université de New York, John Just, qui a fait une série d'études, en fait, il est très prolifique, sur le profil des personnes, le profil psychologique politique des personnes. Et en gros, son argument, c'est que les attitudes de gauche et de droite, c'est ancré, c'est pas quelque chose qu'on change à tous les jours, là. Ça se décide un peu dans l'enfance ou dans l'adolescence. Quand on est jeune, finalement, on se positionne à peu près sur une série d'enjeux. Selon quoi? Une échelle de valeurs qui nous est inculquée par nos parents? En partie, ça nous vient de nos parents, de notre milieu, tout ça. Mais ce que Just établit, c'est un psychologue. Hein? Et donc, ce qu'il établit, c'est qu'il y a aussi, chez les gens qui sont une sensibilité plus de droite, une sorte d'insécurité par rapport au changement, une attitude de prudence et d'inquiétude face à ce qui change, au nouveau, ou à ce qui est différent. Et donc, ça les amène non seulement à privilégier le statu quo, mais même à justifier le statu quo. Just appelle ça le System Justification Theory, la théorie des justifications systémiques, si on veut, où les gens se disent, finalement, OK, il y a des inégalités, c'est imparfait, mais c'est comme ça, puis il faut l'accepter. Il y a probablement des bonnes raisons pour ça, ça fait longtemps que c'est comme ça, etc. Donc, les gens de droite ont plus tendance à la fois se méfier du changement et à ne pas trop rechercher l'égalité. Je dirais pas que c'est des gens qui sont... Ça, c'est un vieux débat, là. Norberto Bobbio, philosophe italien, qui disait... La grande question qui divise la droite et la gauche, et il y a pas mal de raisons, c'est l'égalité ou l'inégalité. Moi, je dirais pas que les gens de droite sont pour l'inégalité, mais ils sont moins fervent de l'égalité. Sociale, par exemple, ou ce qu'on appelle un filet social. C'est intéressant parce qu'on observe, je le dis en ouverture de segment, une vraie montée de la droite partout dans le monde. Donc, si on se rattache à cette description psychologique, on peut se dire, Elisabeth Vallet, qu'on assiste à un vrai bouleversement, notamment à cause du déplacement des populations, par exemple, et une certaine, disons, un certain repli, là, une certaine protection, enfin, des individus face à ces bouleversements. Qu'est-ce qu'il y en est des gens qui sont plutôt à gauche? Quel est le profil psychologique des gens qui tendent vers la gauche, disons, Alain Noël? C'est un peu toujours selon les travaux de ce chercheur. Ce sont des gens qui, a priori, aiment le changement, l'innovation, sont plus... Ça, c'est la théorie de Just. Ils sont plus confiants et donc ils sont moins inquiets par rapport à ce qui change autour d'eux. Lui a fait des études sur, les psychologues font ça souvent, des études très micro sur ses étudiants et il a visité les résidences étudiantes. Aux États-Unis, les étudiants sont souvent dans des résidences. Et il a étudié l'aménagement des chambres des étudiants et il trouvait que les étudiants qui étaient démocrates à gauche aux États-Unis, leur chambre était plus en désordre.
les étudiants de droite étaient plus ordonnés, plus rangés. J'ai enfin l'explication de mon désordre structurel. On a un coming out ici, très étonnant. Oui. Éric Bédard, quand même, on assiste. Bon, oui. qu'est-ce qu'il y a? Vous dites qu'il y a une transformation culturelle, mais il reste qu'à partir, par exemple, de l'élection de Mme Thatcher et de M. Reagan aux États-Unis, on a vu aussi une vraie droite il y a eu une contestation conservatrice. On a appelé ça la naissance du néolibéralisme s'installer. Exactement. Oui. Alors là, c'était une contestation de l'État-providence parce qu'on disait ça étouffait les libertés. En effet, je reprends ce que dit Alain. Alain nous parle d'une étude sur les profils psychologiques. Oui. Mettons qu'on ramène ça sur le plan philosophique. On va prendre deux grandes figures canoniques. Vous avez le penseur anglais Thomas Hobbes, le Léviathan, dans le fond, qui dit l'homme est un loup pour l'homme. L'homme est un loup pour l'homme. Donc, il faut se prémunir, il faut se méfier de l'homme parce que l'homme, anthropologiquement, il y a le meilleur et le pire. Il peut faire le meilleur, mais il peut faire le pire. Et le mal et le bien est en nous. Et pas c'est pas un produit de l'éducation, par exemple. Nous sommes pas nécessairement, nous, du côté du bien toujours. Non. Le mal a une adresse, nous allons le combattre. Quelqu'un comme Hobbes dirait, souhaite le meilleur, mais prépare-toi au pire. Voilà, exactement. Alors que vous avez Jean-Jacques Rousseau, qui lui a répondu le siècle suivant. C'est ça, entre le bien mais qui a et le dit, mal. non, l'être est fondamentalement bon. Donc, on pourrait dire il est corrompu. Il y a un optimisme. Voilà, je pense que dans la gauche, historiquement, il y a une sorte d'optimisme sur la nature humaine. Les choses vont aller pour le mieux. Et il y a une sorte de pessimisme dans une droite ou chez un courant plus conservateur qui se dit attention à ceux qui nous promettent un monde meilleur mais qui nous disent voilà comment on va y arriver. Elisabeth Vallet. Oui, allez, attendez, Elisabeth, oui. Non, peut-être Rousseau était citoyen de Genève. Les choses allaient comme assez bien pour lui. Hobbes avait vécu les guerres civiles autour de la religion au Royaume-Uni, en Angleterre, et il était bouleversé par ça. Et son Léviathan, il l'a écrit. C'est un peu son bilan de qu'est-ce qui arrive quand tout se défait, quand tout se déchaîne. Il dit, finalement, on est mieux d'avoir un État autoritaire qui nous protège du pire. Et ça, c'est un peu la vision de la droite, finalement. C'est-à-dire que, comme le dit Éric, la droite se dit, bon, les choses sont pas parfaites, mais ça pourrait être tellement pire. Alors que la droite se dit, la gauche, plutôt, se dit, l'être humain est tellement bon intrinsèquement qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Il y a une vision de la solidarité, permettez-moi d'employer ce mot, ou du bien commun, là, qui est exprimé par une gauche. Là, on va aussi entrer dans les dérives d'un côté ou de l'autre, ou d'une certaine ambiguïté, Elisabeth Vallet. Oui, moi, je me demandais si justement, est-ce qu'on peut segmenter l'histoire en trois, ou est-ce qu'au contraire, il faut le voir comme un cycle? Parce qu'au fond, dans l'entre-deux-guerres, il y a des mécanismes similaires où on voit le Front populaire d'un côté qui a une vision justement de la solidarité, du bien commun, qui s'oppose à toute l'Allemagne et l'Autriche traumatisée par la crise de 29, fin de 31 pour eux, et après les 30 glorieuses, puis ensuite l'époque thatchérienne. Donc est-ce qu'au fond, et il me semble que quand on regarde les cartographies, vous parliez de l'Amérique du Sud, il n'y a pas si longtemps, l'Amérique du Sud était vraiment à gauche, et on a vu ce mouvement aussi en Europe. Est-ce que Brésil notamment, mais là, souvent on oppose la droite individualiste et la gauche qui s'intéresse au bien commun et à la communauté. Moi, je dirais qu'il y a deux conceptions de la communauté. Une conception de gauche qui, historiquement, au XXe siècle, a cru que la communauté passait par l'État, par des instruments de solidarité, notamment l'État. Et l'État-providence était la manifestation. La droite se méfie un peu plus de l'État parce qu'on dit c'est un peu artificiel, c'est mécanique, c'est technocratique. Ça coûte cher. La communauté, mais la communauté, c'est le peuple au sens historique, culturel. Et il faut être solidaire au sein du peuple. Et moi, je suis pas sûr que l'individualisme n'est qu'à droite, parce qu'il y a un individualisme de gauche. Moi, ma liberté... c'était mai 68. C'est une forme de progressisme, exactement. Donc, la communauté existe dans les deux camps, mais elle est pas, tu sais, le peuple populaire et le peuple culturel, c'est pas le même peuple. D'ailleurs, je me souviens d'un Allemand de l'Est qui m'avait dit un jour, il a été très... Avant la chute du mur. Avant la chute du mur, il manifestait, puis il disait, j'entends le foule crier, nous sommes le peuple, donc nous voulons des pouvoirs. Il dit là, j'ai déchanté quand j'ai entendu, nous sommes un peuple. Donc là, on passait du peuple populaire au peuple culture, et lui, il décrochait à ce moment-là, parce que c'est un homme d'une gauche
dur. Il venait de l'Allemagne de l'Est. Il y avait quand même un certain attachement aux valeurs de ce régime, même s'il l'a quitté. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, je pense que à droite et à gauche, parce que je suis toujours un peu mal à l'aise qu'on dise les individus uniquement à droite et la communauté uniquement à gauche. Et le collectif. À gauche, Elisabeth. Oui, mais justement, peut-être qu'Alain pourrait répondre à ça, mais à quel point est-ce que on n'a pas enserré la droite récemment dans une définition qui est une droite néolibérale qui se passe de l'État, alors que la droite a parfois été très attachée au rôle de l'État, d'un État omniprésent. Est-ce que justement, c'est quelque part réducteur dans le discours de ne voir la droite qu'à travers ce prisme extrêmement dur du capitalisme sauvage et du néolibéralisme? La droite et la gauche, ce sont de très grandes familles qui comportent beaucoup de différences, de chapelles, de variations, et ça varie dans le temps aussi. Et donc, on peut pas... moi, je ferai pas la chronologie tout à fait de la même façon qu'Éric, mais le contenu change avec le temps. Vous parliez tantôt du néolibéralisme. Le néolibéralisme, c'est l'incarnation d'une certaine pensée de droite qui a prévalu à partir des années 80, à peu près en Occident. Oui. En Angleterre et aux États-Unis, notamment. Aujourd'hui, on a un mouvement de droite, de remise en question du néolibéralisme. C'est un peu ce qu'on voit avec la montée de ce qu'on appelle le nouveau nationalisme Trump. Dont on a parlé lundi avec Jocelyn McClure. On a redéfini ce nationalisme parce que cette nouvelle droite s'inscrit dans une vision identitaire aussi du nationalisme, de l'exercice du pouvoir, de l'exercice économique. Comment on explique ça? Tantôt, vous parliez de la droite qui s'impose dans plusieurs pays. Oui. Au Danemark, petit pays qu'on associe à la social-démocratie. Le gouvernement actuel, c'est un gouvernement de droite qui est composé, c'est toujours des gouvernements de coalition parce que c'est un système de représentation proportionnelle, qui est composé d'un parti libéral de centre-droit très standard, qui a été au pouvoir longtemps au Danemark, et du Parti populaire, qui est le parti d'extrême droite du Danemark. Le Parti populaire est arrivé devant le Parti libéral lors de la dernière élection. Ils ont laissé quand même le libéral former le gouvernement. Mais ça explique, par exemple, que le gouvernement danois a imposé une sorte de confiscation des biens des réfugiés, là, au-dessus de 2000 $, je pense, quelque chose comme ça. Donc, là, on comprend que dans ce gouvernement de droite, il y a deux tendances qui réussissent à travailler ensemble, mais avec difficulté. En Suède, l'extrême droite suédoise est inacceptable pour la droite suédoise. Parce qu'elle est associée aux néo-nazis. Mais oui, il y a toute une histoire en Europe et donc, aussi, en Suède, les partis de gauche et de droite se sont entendus pour ne pas se bloquer au Parlement, pour éviter que la droite joue le rôle qu'elle joue au Danemark. Éric Bédard, parlons de la France, ou par exemple, ou du Canada même. Bon, en France, on a élu un gouvernement socialiste, celui de François Hollande, qui risque de basculer, mais on verra ce qui va se passer. Manuel Valls a annoncé son intention de se présenter. On a beaucoup reproché à ces socialistes nouveaux genres de se prétendre à gauche puis de gouverner à droite. On accuse, par exemple, Justin Trudeau, qui en principe est un libéral plutôt associé à une certaine gauche, idéologique en tout cas, là, d'avoir fait passer récemment des lois, ou en tout cas des projets pétroliers importants. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce qu'Alain Deneau, dans son philosophe très populaire, dans son dernier ouvrage, dit qu'on est dans une politique de l'extrême centre à l'heure actuelle. On n'est ni à droite ni à gauche, en fait. Je n'ai malheureusement pas lu cet essai, mais pour la France, le cas est très intéressant. C'est un beau laboratoire pour l'évolution des clivages droite-gauche. Alors, vous voyez, la gauche, dans le fond, le sujet porteur d'histoire à gauche, c'était le prolétariat. C'était le peuple travailliste, le peuple de travailleurs. Ben, ce peuple-là, on s'est aperçu, au tournant des années 80, qu'il voulait pas la faire, la révolution. Il voulait s'acheter un chalet et puis une deuxième maison, envoyer ses enfants à l'école privée. Donc, qu'est-ce que la gauche a fait? Le peuple l'a lâché. Le peuple ne voulait pas son projet. Le programme commun 1981, c'est un programme où on s'associait avec les communistes, là. Il y a eu des ministres communistes dans le gouvernement. D'ailleurs, ça avait choqué Ronald Reagan, tout ça. Bon. Ben, qu'est-ce que fait la gauche? La gauche s'est convertie. La gauche s'est convertie en disant, bon, on va changer de peuple. Le peuple, maintenant, et ça c'est très clair dans une étude qui avait été faite par Terra Nova, qui est un think tank du Parti socialiste, autour de 2012-2011, la gauche dit, mais maintenant, le peuple, notre peuple à nous, c'est les exclus. Les exclus, c'est les femmes, c'est les jeunes, c'est les immigrés. Et donc, elle s'est convertie une sorte d'antiracisme doctrinal. Donc, l'antiracisme, c'est le nouveau ciment de la gauche, mais ça a ses limites. C'est assez limite. C'est en réponse aussi au discours identitaire de la droite. Non. Supposer. Plusieurs disent que c'est la gauche qui a fait naître le Front National. Le Front National par l'introduction de la proportionnelle, d'ailleurs.
Et donc, ils ont voulu diviser la droite avec une droite de gouvernement puis une droite, justement, nationale identitaire. Et donc, cette gauche-là s'est cherché un peuple de remplacement, un nouveau porteur sujet d'histoire, et elle l'a trouvé dans les exclus. Mais là, ça a entraîné un backlash. Ça a entraîné un backlash que l'on connaît. Et c'était à la fois les exclus, comme on peut le dire de façon large, et l'Europe. Donc, un espèce de rupture par rapport à l'idée d'un foyer national. Et ça, ça a eu des répercussions. On pourrait dire que l'échec d'Hillary Clinton aussi, peut-être, Elisabeth Vallet, est issu de cette vision d'un extrême centre pour le Parti démocrate aux États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne question. Oui. J'ai l'impression qu'on aurait beaucoup de mal, puis Alain Noël pourra peut-être rectifier, mais il reste 1 minute 30, Alain Noël devra faire vite. Dessiner les hémicycles et à faire en sorte, parce que les partis, la droite et la gauche, se superposent à un moment donné. Non, on n'a pas une sorte de... La thèse, moi, je veux revenir sur la question de l'extrême centre. En sciences politiques, les recherches qui ont été faites là-dessus, presque tout le monde s'entend sur le fait que, dans l'ensemble, les partis font une différence. C'est-à-dire que les démocrates, avec Obama, c'était l'Obamacare aussi. Donc, il y a des choses qui changent plus lentement, plus difficilement, mais dans l'ensemble, les partis de gauche et de droite se comportent au pouvoir à peu près comme on s'attend à ce qu'ils se comportent. Sauf que, évidemment, pour les gens qui sont pressés, ça bouge jamais assez vite. Mais dans l'ensemble, c'est pas vrai que tout le monde gouverne de la même façon au centre. Il y a des différences significatives entre les partis. On verra comment Donald Trump va exercer aussi sa vision de la droite. Là. Je pense qu'il y a des gens qui vont regretter Obama. Oh, c'est déjà fait. Alors, Alain Noël, votre ouvrage coécrit avec Jean-Philippe Terrien, La gauche et la droite, un débat sans frontières. On va en placer les références de la version française parue en 2010 sur notre site web. Il y aura peut-être, non pas réédition, mais ajout d'un nouveau chapitre, parce que tout ça, évidemment, est dans un mouvement perpétuel. C'est une question presque inépuisable. Mais voilà, Éric Bédard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous, Alain Noël. Merci à Elisabeth Vallet. Merci beaucoup.